Bienvenue au séminaire du crime, en fait, à cette série de masterclass. Donc aujourd'hui, on présente le troisième, la troisième classe de maître qui va toucher cette fois-ci à des applications du traitement d'images, à des applications du traitement d'images. Euh, le- la raison, l'objectif de ces classes de maîtres, c'est d'essayer de partager les pratiques pour les pratiques qu'on développe, que nous on développe, mais on est intéressé aussi à connaître les vôtres, tout ce qui touche à la mise en pratique en fait de l'intelligence artificielle à des problèmes concrets de l'industrie ou du ou en fait n'importe quelle autre application. Ici vous allez voir, c'est une application particulière. Le rôle du crime est de servir de pont entre la recherche académique et l'industrie. Donc, depuis quelques années, on a cette grande explosion de l'intelligence artificielle qui est surtout pilotée, qui est propulsée par les développements de l'apprentissage automatique. Et donc, la science, vous le savez tous, est en train d'exploser en ce moment à un rythme assez effréné. Et ça ouvre de nombreuses possibilités à l'industrie, aux entreprises, aux institutions pour bénéficier de ces promesses de l'apprentissage automatique. Mais entre ce savoir qui développe et ce besoin de faire, il y a toute une exigence de savoir-faire, de méthodologie, de façon d'opérer, d'opérer de façon intelligente. Euh, En essayant de naviguer à travers toutes ces percées, ces nouvelles possibilités, celles qui disparaissent, celles qui se cristallisent, les nouveaux outils qui arrivent. Donc, on a décidé de présenter toute cette série de classes de maîtres pour partager les méthodes qu'on utilise, les méthodes qu'on utilise, les méthodologies qu'on a développées ici au crime au cours de nos projets avec nos partenaires. Et donc, je vous invite à nous écrire, je vous invite à faire des commentaires là-dessus, nous faire des propositions aussi, si vous en avez. Euh, et, euh, et donc, aujourd'hui, je vais laisser la présentation va être donnée par Samuel Fouché. Donc, Sam est un chercheur senior au crime. Il a un doctorat en télédétection, imagerie radar de l'Université de Sherbrooke et de l'Université de Rennes. Je ne vais pas faire le tour de toutes ces expertises parce que ça touche à, à tout un spectre, le traitement d'images, les techniques multirésolution, la fusion au niveau des données des décisions, euh, la reconnaissance faciale, le traitement vidéo, l'image satellitaire. Il a dirigé de nombreux étudiants, dirigé de nombreux projets au crime, aussi des projets plus de recherche et d'autres des projets qui, en, en, collaboration avec nos partenaires dans l'industrie, dans lesquels il a livré de nombreuses solutions. Alors, sans plus tarder, Sam, je te laisse la parole. Merci pour l'introduction, Ouman. Bienvenue à ma présentation. Je veux tout de suite remercier mon co-auteur, Alexandre. Le travail que je présentais est en fait basé sur ses travaux de maîtrise qui ont été effectués au crime l'année dernière. Donc, cette présentation est en anglais. Pour les slides, en fait, ça fait partie d'une présentation plus large qui a été donnée la semaine dernière au forum AI sur la biodiversité. J'ai mis le lien ici. Ça fait partie de plusieurs présentations qui ont été données dans cette problématique assez large. Ce qu'on a décidé aussi de faire, c'est de mettre public des notebooks Python qui accompagnent ce forum. Donc, ce que je présente ici, normalement, devrait être réplicable avec les notebooks qui sont en cours de finition là, du côté du crime. Tous les jeux de données aussi sont publics.
Donc, vous pouvez accéder à peu près une quarantaine de gigs de données imagerie qui ont servi à l'étude qui est ici. Donc, en fait, ce que je veux présenter a donné lieu à une publication cette année dans une revue en écologie et conservation avec une collaboration avec l'Université de Liège, la faculté de Jean Blou et l'Université de Sherbrooke, Jérôme Théo. Donc, en fait, c'est quand même une alliance intéressante parce que nos collègues de l'Université de Liège et de l'Université de Sherbrooke sont des thématiciens, donc c'est des gens de terrain qui connaissent les problématiques, qui connaissent les enjeux, qui ont aussi collecté énormément de données, qui ont pu procéder aux annotations qui sont quand même assez demandantes en termes de main-d'œuvre, et aussi la validation des résultats. Donc, c'est des gens qui connaissent extrêmement bien les enjeux. Et du côté du crime, nous, on apporte vraiment l'analyse de données, l'expertise en apprentissage profond. Et notamment, Alexandre a fait son stage de maîtrise au crime en 2020, malheureusement un peu écourté en raison de la pandémie. Et bien sûr, on met à profit aussi toute l'infrastructure de calcul du crime, donc le cluster de GPU qui a aidé à faire les apprentissages. Donc, je vais poser le contexte. Donc, on a énormément d'enjeux de surveillance des populations de grands mammifères en Afrique. Et on note des déclins très importants dans la plupart des parcs protégés en Afrique. Donc, entre 1970 et 2005, on observe un déclin de presque 60% dans les populations de larges mammifères, donc éléphants, buffles, etc. Et les causes sont multiples, mais c'est essentiellement la dégradation des habitats, la surexploitation des sols, tout ce qui est braconnage. Aussi, on a un impact des changements climatiques, donc les milieux se dégradent, les milieux sont en changement, on a des événements extrêmes au niveau climatique. Donc tout ça entraîne un déclin quand même assez important des populations, d'où la nécessité de surveiller de près, avec une fréquence assez élevée, et de recenser les populations. Donc les inventaires aériens, traditionnellement, c'est vraiment en utilisant un avion finalement et en ouvrant la porte de l'avion et en prenant des photos, comme je le montre ici sur un exemple. Donc souvent, c'est des vues obliques. Et on fait ce qu'on appelle les transects, c'est-à-dire qu'on va circuler sur la zone d'intérêt de façon à couvrir de manière exhaustive la zone de recensement finalement. Donc c'est des processus quand même assez coûteux qui ne sont pas faits sur une fréquence très régulière. Donc comme je disais, c'est coûteux, c'est sujet à erreur, la logistique est complexe. Parfois c'est aussi risqué, on est dans des zones souvent qui sont source de conflits, donc aller sur le terrain peut poser des risques. Essentiellement, le comptage consiste à compter dans les différents transects le nombre d'espèces et d'individus et de calculer une densité qui va nous permettre d'estimer la densité de population sur la surface d'intérêt. Récemment, depuis une dizaine, quinzaine d'années, les drones ont permis d'avoir quand même nous offre un outil plus intéressant pour le déploiement de ce type de recensement, avec des coûts beaucoup moins élevés, plus précis généralement, et bien sûr beaucoup plus sécuritaire, puisque le drone est complètement autonome. Donc là, on parle de drones quand même assez importants en taille, à peu près 2 mètres d'envergure, avec une autonomie assez longue. Il reste de même que l'exploitation de ces données, le comptage, l'identification demande beaucoup de temps, beaucoup de manipulation manuelle, d'où l'intérêt d'utiliser le machine learning et l'apprentissage profond pour aider à faire l'analyse de ce grand volume de données. Je vous donne un exemple d'une seule image. Donc les images sont à peu près à une résolution de 24 mégapixels, donc c'est à peu près une image de 6000 sur 4000. Donc comme on peut le voir, la zone est très large. Et la zone d'intérêt, le petit carré rouge ici, on peut voir des animaux. Donc là, l'idée, c'est de les compter, mais aussi d'identifier l'espèce qui est présente ici. Donc on voit les enjeux quand même importants. Et ça, c'est une image parmi des milliers. Je vous montrerai un peu plus d'exemples par la suite.
Donc, le jeu de données, c'est à peu près 4 banques d'images sur 4 pays africains différents, notamment le Congo, où on a 2 jeux de données importants qui ont été acquis par l'université de Liège, faculté de Jean Blou. La résolution est à très haute résolution, donc on parle de résolution entre 1 cm et 13 cm par pixel. Donc, ce qui nous permet d'identifier les espèces à cette résolution-là. Donc, le critère de sélection des espèces, c'est d'avoir au moins un nombre d'individus dans le jeu global, à peu près une centaine d'individus par espèce. Et on va sélectionner les images, bien sûr, qui contiennent au moins un individu. Donc, au total, on a 6 espèces ici dans cette étude, à peu près 1300 images, ce qui fait au total à peu près 10 000 individus, 10 000 annotations disponibles dans ce jeu de données. Donc, c'est quand même un jeu de données important. Simplement mentionner les deux jeux de données. Donc le parc national de Garamba est situé au Congo. Donc c'est à peu près un parc de 5200 km². Donc c'est une surface très importante, à cheval entre le Congo et le Soudan. Et c'est un habitat critique pour les rhinocéros blancs, les éléphants, hippopotames et girafes. Et dans l'est du Congo, le parc de Virunga, à peu près 8000 km². Donc on parle de surface vraiment très très importante à surveiller, d'où l'intérêt d'avoir des approches automatiques ou semi-automatiques pour faire l'analyse d'images. Un peu plus de précision sur les jeux de données. Donc le parc de Virunga, Garamba. Le parc de Garamba va servir en jeu de test, finalement, final. Le jeu de données AED est un jeu de données public, surtout centré sur les éléphants, qui a été acquis par avion. Les deux jeux de données Virunga, Garamba ont été acquis par drone, donc un UAV, un drone Falcon, entre 2015 et 2016, à peu près une altitude de 100 mètres. Et ça nous donne des images à peu près à 24 mégapixels de résolution, donc 6000 par 4000. Donc quand même des images assez importantes. Donc les classes d'intérêt, donc les topics sont on peut voir comme une sorte d'antilope finalement. Le buffle africain, l'éléphant africain, le waterbuck, en français c'est le cob à croissant. Le warthog, c'est en français le phacochère. Et le cob, qui est aussi une sorte d'antilope. Donc ce sont les six classes qui vont être utilisées ici pour l'étude. Donc quelques échantillons finalement sur les jeux de données. On peut voir qu'il y a quand même une grande diversité en termes de qualité. Parfois on a du flou dans les images. Le drone se déplace, donc quand on fait l'acquisition des images, on peut avoir du flou, surtout en bord d'image. Bien sûr des conditions de terrain variées avec de l'occlusion potentiellement. Des conditions d'éclairage aussi qui peuvent varier. Donc on voit qu'il y a quand même une grande diversité en termes de variabilité. Ce qui pose quand même un défi intéressant. Donc là, on va utiliser un cadre pour la détection d'objets qu'on appelle COCO. Donc COCO, Microsoft COCO, c'est un jeu de données en vision par ordinateur qui a été lancé en 2014, qui fait l'objet de compétitions régulières presque à tous les ans. Mais ce qu'ils ont proposé aussi avec ce jeu de données-là, c'est une manière d'annoter les images qu'on appelle le format COCO, qui est en fait une collection de fichiers JSON qui permettent de tenir finalement l'annotation, l'information sur l'image, les classes. Pour la détection d'objets, on peut mettre le bounding box. Si on a un masque, on peut aussi mettre le masque de segmentation. Donc c'est un format qui est devenu de facto très populaire dans la communauté, avec des outils qui nous permettent de visualiser les annotations. Donc dans ce projet, on s'est basé sur ce type de format. Les compétitions COCO viennent aussi avec des métriques qui sont devenues très populaires aussi dans l'évaluation des détecteurs d'objets. Donc on travaille avec ce qu'on appelle average precision. On travaille en recall et précision. Donc on va utiliser ce type de métriques. Je vais y revenir un petit peu plus loin sur la définition plus précise. Mais on se place dans ce cadre-là, qui est un cadre pour les bancs d'essai, qui est maintenant très populaire. Donc, au niveau des réseaux de neurones, l'architecture des réseaux de neurones pour la détection d'objets, on peut distinguer deux grandes catégories. La première, c'est la plus ancienne, qui sont des réseaux qu'on appelle à
à 2 étages. Donc, on va retrouver les RCNN, les Faster RCNN, Fast RCNN. Donc, c'est des réseaux qui vont impliquer une architecture modulaire avec un premier étage qui va proposer des candidats pour les objets et un deuxième étage qui va essayer de catégoriser et classifier les candidats du premier étage. Donc, c'est une architecture qui est très populaire et aussi très efficace et qui donne dans la littérature pas mal les meilleurs résultats là, sur les bancs d'essai. La deuxième catégorie, en fait, je n'aurai pas le temps de trop rentrer là-dedans, mais ce sont des réseaux qu'on appelle end-to-end, où la tâche de détection d'objets est dans un réseau complet. Donc, on a moins cette notion de modularité. Donc, c'est un seul réseau avec potentiellement des sous-réseaux qui permettent de faire la détection d'objets. Donc, pour montrer un petit historique qui remonte à 2014, on voit en vert les architectures à 2 étages et en bleu les architectures à 1 étage, comme j'ai mentionné. Puis on peut voir que les architectures à 2 étages sont légèrement meilleures en termes de performance sur les bancs d'essai que les architectures à 2 étages. Et bien sûr, l'état de l'art évolue de manière constante. Là. On peut voir la progression en performance depuis 2014, où on était autour de 20% de précision moyenne à maintenant à plus de 50% sur les jeux de données. Donc, c'est une course constante à l'amélioration. Donc, dans le cas de ce projet, on a utilisé une librairie qui s'appelle MM-Detection, qui est maintenue par l'Université de Hong Kong, qui est maintenue depuis, je pense, 3 ans, et qui contient pas mal tout l'état de l'art qu'on peut trouver là au niveau des logiciels ouverts. Là, je donne une liste de ce qui est disponible comme méthode. On trouve même des méthodes qui ont été publiées en 2021. Donc, il propose un design qui est très modulaire, où chacun des morceaux de l'architecture sont configurables et modifiables assez facilement. La configuration se fait par des dictionnaires Python, en fait une cascade de dictionnaires Python, je vais l'expliquer brièvement, et aussi un dépôt de modèles qui comprend plus que 200 modèles pré-entraînés essentiellement sur les grosses bases de données Coco ou ImageNet. Donc c'est vraiment un outil intéressant en termes de comparaison de méthodes, disons. Je mentionner aussi l'apparition de beaucoup d'outils d'annotation, de visualisation de jeux de données, d'annotation. Donc je ferai une petite démonstration tout à l'heure d'un des outils. On peut mentionner Collabeller. Collabeller a été utilisé ici pour faire les annotations sur certaines images. On a aussi CIVAT qui est maintenu par Intel et 51. Je ferai une petite démonstration avec 51, mais ça permet d'explorer le jeu de données de manière très rapide. Certains outils sont commerciaux, d'autres beaucoup plus ouverts. Mais justement, eux exploitent finalement les annotations en format Coco assez facilement et permettent de filtrer les images par type d'annotation assez rapidement. Donc la librairie MM-Detection, comme je disais, propose en fait une approche modulaire. Donc dans les 2 types de réseaux que j'ai décrits, 2 étages et étage unique, on peut configurer chacun des réseaux au niveau de l'architecture, au niveau du backbone, au niveau de ce qu'on appelle du NEC, c'est-à-dire ce qui fait la transition avec le classificateur final. Et bien sûr, tout ce qui est exploitation au niveau de la tâche finale, ce qu'on appelle la tête du réseau, tous ces morceaux-là sont configurables, ce qui permet d'avoir un seul framework finalement qui nous permet de générer l'ensemble des méthodes disponibles. Donc, tous les paramètres, architecture, pipeline de données, augmentation de données, sont définis via des dictionnaires Python. Donc, en fait, on hérite des dictionnaires de base. Donc, la première boîte que je montre ici, ce sont les dictionnaires qui sont modifiables au premier niveau. Donc, on a tout ce qui est boucle d'entraînement, définition des jeux de données, définition d'une architecture de base. Et par la suite, on peut modifier de manière incrémentale, en héritant de ces dictionnaires de base, en par exemple changeant la profondeur du backbone, comme je le montre ici, on met un backbone d'une profondeur de 101.
et en spécifiant un dépôt, des poids pré-entraînés, on peut modifier le nombre de classes de cette manière-là. Donc, ça permet d'avoir toute la richesse, d'hériter toute la richesse des paramètres avec cette cascade de dictionnaire, mais en maintenant quand même une certaine lisibilité dans les paramètres. Donc là, je vais présenter rapidement un des premiers réseaux de base qui fait partie, je dirais, des baselines dans la plupart des études en détection d'objets qu'on appelle FasterCNN, qui a été proposé en 2015. Et là, je vais vous montrer comment on peut mapper rapidement sur les différents paramètres des dictionnaires. Donc, par exemple, le premier niveau, ça va être le backbone. Donc, le backbone est en charge d'extraire les features de bas niveau, ce qu'on appelle les embeddings, qui décrivent le contenu de l'image à différents niveaux sémantiques. Donc, ça nous donne au final une pyramide de caractéristiques. Donc, on peut facilement décrire via les paramètres de MMDetection quel type de backbone. Donc, ici, on prend un ResNet 50. On peut spécifier le nombre de groupes dans ce backbone-là. Quels sont les étages qui vont être gelés si on veut faire du pré-entraînement. Donc, tout ça se définit via quelques paramètres. Oups, passer un peu vite là-dessus. Donc, le deuxième niveau, c'est le cou, le neck du réseau. Donc, c'est la partie où on extrait les features. Donc, on a des feature maps. La deuxième étape, ça va être de construire des candidats. Donc, c'est des candidats d'objets qui présentent ce qu'on appelle un objectness, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a une salience au niveau visuel et un candidat pour les classes d'intérêt. Donc, énormément de candidats sont produits à ce niveau-là. Et le premier niveau, ça va être de filtrer en termes de objectness, c'est-à-dire est-ce que c'est un bon candidat ou pas, est-ce que c'est du background. Et on a aussi un régresseur de bounding box pour s'assurer que par rapport à la vérité terrain, ces candidats sont plausibles. Donc ce premier niveau, ce qu'on appelle un FPN, c'est un Feature Pyramid Map. Donc la tête de réseau peut être aussi spécifiée via les paramètres de MMDetection. Donc on va définir un générateur de bounding box. On va définir un classificateur par cross-entropie pour pouvoir différencier background versus objet. Et le dernier niveau, qui va être le niveau qui va donner vraiment la sémantique finale, ça va être de classifier les candidats du premier niveau sur les classes d'intérêt et de faire une régression sur la position des boîtes par rapport à la vérité terrain. Donc, quand on fait l'entraînement, on donne des boîtes de vérité terrain qui viennent de la notation avec le label, l'étiquette attachée à cette boîte. Donc là, on a deux têtes de réseau, une tête sur la classification et une tête sur la position de la boîte. Donc dans cette étude, on s'était intéressé sur une variante de FasterCNN qui a été publiée en 2019. On appelle LibraCNN. Donc LibraCNN, qui est aussi disponible dans MMDetection, va modifier l'architecture de FasterCNN pour améliorer certaines des étapes dans les différents étages de FasterCNN. Donc, le premier balancement, donc ce que offre Libra, c'est de balancer les différents niveaux. Donc, il y a un premier balancement qui est fait au niveau de la carte des caractéristiques, donc celle qui génère les candidats. L'idée, c'est de générer des candidats qui sont des bons faux négatifs, qui sont proches de la classe d'intérêt pour améliorer la performance du classificateur par la suite. Le deuxième balancement, c'est de balancer dans la pyramide de features à bas niveau les features de haut niveau et de bas niveau afin de garder des cartes qui sont les plus discriminantes possibles par rapport aux objets d'intérêt. Et le dernier balancement va être sur la loss, qui est la fonction objective qu'on cherche à minimiser. Donc, je ne vais pas m'étendre trop, mais l'idée, c'est qu'on intègre... donc, le backbone va générer des cartes de features à différents niveaux. Donc, au bas niveau, on a vraiment des caractéristiques qui sont plutôt reliées à la texture, qui sont reliées à des caractéristiques bas niveau de l'image. Plus on monte dans la pyramide, plus on va avoir du contenu sémantique au niveau de la classe, je dirais, de l'objet. Mais on veut garder le meilleur des deux mondes. Donc, ce que propose LibraCNN, c'est d'intégrer ces différentes cartes afin d'améliorer le contraste sur les cartes finales.
Donc, au niveau de M-Detection, c'est simplement de spécifier un nouveau NEC qui va faire ce traitement d'intégration, ce qu'on appelle BFP, mais tout se fait via, encore une fois, des fichiers de paramètres dans les dictionnaires. Le deuxième niveau, c'est le sampling de ces cartes de features afin de générer de meilleurs, ce qu'on appelle des hard negatives, c'est-à-dire des négatifs qui sont proches, qui posent problème et qui sont difficiles à différencier et qui sont proches de la classe d'intérêt. L'approche de base, c'est de faire un random sampling, c'est-à-dire on prend un petit peu au hasard, de manière uniforme, sans a priori, dans l'ensemble de la carte de features. Ici, un sampling particulier a été proposé de façon à balancer un peu plus les hard négatives et les positifs dans la carte. Encore une fois, tout se fait via des fichiers de configuration dans M-Detection en spécifiant une manière de faire le sampling, l'échantillonnage sur les cartes de features. La dernière portion de balancement, ça va être sur la loss. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais on a deux losses, une loss sur la position de la boîte, une loss sur la classe. Et ce que propose LibraCNN, c'est de mieux balancer ces deux losses de façon à augmenter la performance du classificateur. Au final, ça vous donne un fichier de configuration qui prend cette forme, donc qui est relativement simple. Et on hérite bien sûr tout en haut du dictionnaire de base de FasterRCNN. Donc c'est simplement des modifications de FasterRCNN finalement. Au niveau de la boucle d'entraînement, M-Detection aussi propose une boucle standard dans laquelle on peut spécifier ce qu'on appelle des hooks, c'est-à-dire c'est des points d'entrée où on peut spécifier une fonction qui va être appelée, une fonction qui peut être customisée sur mesure à différents points dans la boucle d'entraînement. Donc, ce qui permet, par exemple, de faire des logs dans un certain format, de sortir de sauver les poids du modèle. Donc, c'est une manière de faire qui est assez courante en Python, qu'on peut retrouver aussi dans d'autres frameworks comme PyTorch Lightning, qui suit un peu cette même philosophie. Donc, dans le cas de, je reviens sur notre problème de départ. Donc, tout simplement pour définir on a 6 classes dans notre jeu de données. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on définit, on enregistre un nouveau module, tout simplement avec les noms des classes d'intérêt. Et on hérite, comme nous sommes en format Coco, on hérite simplement de Coco Dataset, qui est la classe de base dans M-Detection. Et on spécifie le nom de nos classes d'intérêt ici. Donc, simplement quelques lignes de code. Bien sûr, on doit changer dans le fichier de configuration le nombre de classes. Nous avons 6 classes. Donc, tout simplement, dans la tête du réseau, on va refaire un nombre de classes égal à 6. Ce qui va implicitement resetter aussi les poids de la tête du réseau, ce qui est nécessaire à refaire ensuite un apprentissage de cette tête de réseau. Donc, dans la méthodologie générale du travail effectué, en fait, on va faire 2 entraînements. Un premier entraînement où on va fine-tuner, affiner un réseau de base. Donc, c'est un réseau ResNet pré-entraîné avec ImageNet. Un premier modèle va être formé. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est faire tourner ce modèle sur l'ensemble des images et aller chercher des hard negatives, c'est-à-dire des échantillons qui se confondent facilement avec les classes d'intérêt. Et ceux-ci vont être ajoutés en deuxième passe, un second entraînement pour améliorer le réseau dans une deuxième passe. Donc les images sont très très grosses, donc comme je disais, c'est à peu près 6000 par 4000. C'est impossible de rentrer ces images au complet dans les GPU, la mémoire des GPU disponible. Donc il faut absolument une décomposition en tuiles. Et on veut garder aussi la pleine résolution centimétrique des images drone. Donc on ne veut pas dégrader l'image, on pourrait faire un downsampling et réduire la taille des images, mais on veut garder la résolution pleine, surtout pour faire la différenciation entre les espèces. Donc, on procède à une décomposition en tuiles, en sous-images, dans cette étude 2000 par 2000 à peu près, sur lequel on va faire l'entraînement, l'inférence par la suite. Et l'évaluation va être faite en recomposant les décompositions sur les tuiles individuelles pour s'assurer qu'on n'a pas d'artefacts dus à la division en sous-images. Donc, on a 2 passes. La décomposition est vraiment pour nous permettre de rentrer dans la mémoire des GPU. Donc, au niveau du jeu de données, on a à peu près, au niveau de la division, on a gardé à peu près 70% pour l'entraînement. On s'est assuré que la distribution des classes aussi était à peu près
la même dans l'ensemble de validation et dans l'ensemble de tests. Le jeu de données est très débalancé, donc les espèces n'apparaissent pas avec la même fréquence dans les images. Donc ça, c'est un problème typique en machine learning. Donc des méthodes de pondération ont été proposées pour essayer de remonter les classes minoritaires dans la fonction de coût. Donc nous, on a suivi une approche qui a été publiée récemment où on met la fréquence d'apparition comme pour former un poids sur la cross-entropie. Donc encore une fois, dans MM Detection, on peut rentrer ce vecteur de poids directement en paramètre sur la fonction de cross-entropie. Donc avant d'aller plus loin, je vais vous montrer une petite démo. Je vais devoir me reconnecter. Donc, c'est un démo qui est disponible finalement dans les notebooks, l'ensemble des notebooks qui vont être disponibles sur le GitHub du crime. Donc, je vais vous juste montrer finalement une partie des données avec l'application que j'ai discuté brièvement, qu'on appelle 51. Donc, 51 permet de visualiser les jeux de données format Coco directement dans un notebook ou comme fonction aussi desktop séparée des notebooks. Donc là, les jeux de données sont directement téléchargés à partir de Google Drive. Donc je vous invite à les essayer de votre côté. Donc ça va prendre un petit peu de temps, je pense. En attendant, je vais continuer ici. Donc, c'est ça. La boucle d'entraînement est constituée de 3 jeux. Tous les jeux sont décomposés en tuiles. Donc, la partie entraînement, la partie validation et test. Donc, les tuiles sont 2000 par 2000. On a une boucle d'entraînement. On obtient un modèle. Quand on fait l'évaluation, comme je disais, on reconstruit les images complètes à partir des tuiles. On fait l'évaluation. La même chose en test. Donc, ça, c'est une boucle relativement standard. Je vais essayer de voir si j'ai terminé. Oui. Donc là, on va aller voir ce jeu de données. Oups. Donc là, la librairie 51 est en train d'indexer en fait tous les fichiers JSON en format Coco. Ensuite, on peut aller voir directement lancer l'application dans le notebook, ce qui nous permet de visualiser les images. Donc ça, ce sont les tuiles. Ce ne sont pas des tuiles 2000 par 2000, mais ici 1000 par 1000 pour faciliter la visualisation. Et on peut facilement explorer la fréquence des labels, des étiquettes dans le jeu de données. On peut visualiser par type. Par exemple, je veux toutes les tuiles avec des éléphants. Allez, hop, on peut aller voir ça directement. Donc, vous voyez la diversité des paysages. On a parfois aussi des artefacts qui sont dus. Ici, c'est une image qui a été acquise en avion. Donc, parfois, on a la porte de l'avion. Ça, c'est la réalité du terrain qui apparaît dans l'image. Et vous pouvez aller voir. Donc, ici, on voit des éléphants. Vous pouvez explorer facilement le jeu de données avec cette petit outil très pratique. Donc, vous voyez la grande diversité des terrains, qui est vraiment un enjeu majeur ici. Donc, chacune des classes peut être visitée de cette manière-là. Donc, ici, on a des buffles. Donc, vous pouvez utiliser ce notebook-là et explorer le jeu de données directement dans le notebook. Donc, l'entraînement, c'est simplement une ligne de code qu'on utilise dans MM Detection. On appelle le fichier de configuration via un fichier train qui va lancer toute la boucle d'entraînement. Ici, dans ce cas-là, on peut avoir aussi une boucle déterministique pour contrôler un petit peu l'effet stochastique dans l'entraînement et contrôler les seeds. Donc, le seed permet de contrôler les générateurs de chiffres aléatoires dans les librairies et nous permet d'avoir des runs qui sont réplicables. Ce qui est intéressant quand on veut comparer
certains changements de paramètres. Dans l'étude, on a utilisé une collection de seeds, 5 seeds différentes, ce qui nous permet d'avoir un aspect stochastique, mais en même temps, la réplicabilité, puisqu'on utilise toujours le même ensemble de seeds. L'entraînement est très demandant. Donc, un seul GPU, 16 GB, c'est à peu près une image 2000 par 2000 qu'on peut mettre en mémoire. Et ça prend à peu près 1 heure par époque. Donc, c'est quand même assez demandant. Le multi-GPU est fortement recommandé. Donc, sur l'infrastructure de crime, on peut lancer, par exemple, 4 GPU sur 4 GPU, ce qui va diviser par à peu près 4 le temps d'exécution. Donc, le multi-GPU est fortement recommandé vu la taille des images ici. Donc, au niveau des performances d'évaluation, on va se baser sur les métriques de Coco, finalement, qui sont très standards. Une des premières métriques, c'est l'intersection sur l'union, qu'on appelle IOU, où on va mesurer, afin de savoir si on a un vrai positif ou un faux négatif, on va demander une valeur d'IOU minimale, c'est-à-dire l'intersection entre la détection et la vérité terrain. Donc là, on demande au moins un 30% d'intersection. On va considérer que c'est un match, que c'est une bonne détection. Sinon, on va considérer que c'est un faux positif. On a aussi des faux négatifs dans lesquels on va confondre l'espèce avec une autre espèce, où on va carrément manquer l'individu dans la détection. Donc ça fait partie des métriques standards. L'autre métrique qui est utilisée, c'est les courbes Recall Precision. Ce qu'on va calculer dans ce domaine, c'est ce qu'on appelle l'air sous la courbe. Donc on interpole entre les points sur cette courbe-là, et ce qu'on cherche à maximiser dans le domaine Recall Precision, c'est l'air sous la courbe. Donc un détecteur qui serait optimal aurait une aire de 1. Donc la courbe remplirait complètement l'espace ici. Donc plus l'air sous la courbe est important, plus le classificateur finalement est performant. Donc c'est une manière de quantifier la performance globale du classificateur ici. Donc voici ce que ça donne avec Libra, en fait, différents classificateurs, le FastRCNN, le Libra et RetinaNet. RetinaNet est un classificateur à un seul étage, pour comparaison. Les courbes en rouge, donc comme je disais, plus la courbe remplit l'espace ici, plus la performance est bonne. Donc on voit que pour les différentes espèces, Libra donne des bons résultats. Donc on a des MAP qui sont au-dessus de 80%, à part peut-être pour les phacochères, qui sont des animaux très petits, en dessous d'1 mètre, où là on a beaucoup plus de confusion. On voit que les courbes sont beaucoup plus... on a beaucoup plus de fausses alarmes, en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc les performances sont beaucoup moins bonnes, mais dans le reste, on a quand même des performances intéressantes. L'impact du second entraînement, où on a ajouté des armes négatives dans la deuxième boucle d'entraînement, on voit que ça a quand même amélioré les métriques. On voit entre les deux barres ici, la barre en plus clair, en gris plus foncé. Gris plus foncé, c'est avec les faux négatifs. Et on voit qu'on améliore les métriques quand même de manière significative, surtout sur les faux positifs, où on a une diminution des faux positifs du fait qu'on ajoute des échantillons qui sont beaucoup plus problématiques à classifier. Donc, au final, entre les différents réseaux, Libra CNN, dans cette petite étude, montrait des meilleurs résultats quand même significatifs sur le jeu de test entre FastRCNN et RetinaNet. Donc, on a le MAP, donc la précision moyenne de à peu près 80%, ce qui est quand même assez bon. On a quand même beaucoup de faux positifs. Parfois, les faux positifs sont liés à finalement des annotations qui ont été oubliées par les opérateurs. Donc, ça nous arrive, ou qui sont en fait d'autres espèces qui ne sont pas contenues dans la taxonomie. Donc, en dehors des 6 espèces qu'on a considérées ici. Au global, on obtient à peu près un taux de bonne classification d'à peu près de 73%, sur quand même
1300 images d'une taille qui représente une surface quand même très très importante. Donc c'est quand même intéressant. Quelques exemples de détection sur quelques-unes des classes. Donc c'est le jeu de test. Les topies à gauche, qui sont des espèces d'antilopes, les buffles flossantes, les éléphants à droite. Et même sous quand même couvert semi-occlusion avec un couvert d'arbustes, on a quand même des bons résultats. Ici pour des topies, donc qui sont des espèces beaucoup plus petites. Là, on est sur la résolution pleine des images. On voit quand même aussi, on a des bons comptages avec quelques manques. On voit ici qu'il y a quelques manques. Donc les challenges dans le jeu de données, en fait, sont multiples. Donc ici, c'est une scène au complet, donc l'image drone de 6000 par 4000, avec les détections qui sont faites ici en bleu. Un des premiers challenges, c'est que souvent on a des groupes d'animaux, souvent les juvéniles avec les adultes vont être très collés, et l'approche en boîte n'est pas tout à fait le bon prototype pour gérer finalement les troupeaux ou les groupes d'individus serrés. Donc ça peut poser problème dans certains cas. Le deuxième cas, c'est qu'au niveau de l'acquisition, les images ont un blur, ont un flou qui est lié à la lentille de la caméra et aussi au déplacement du drone. Donc le flou ajoute aussi à de la variabilité finalement sur le jeu de données. Puis le troisième effet, c'est aussi l'ennuagement. Donc le drone, bien sûr, est en dessous des nuages, mais parfois on a des situations où une portion du terrain va avoir un ombrage dû au nuage, alors qu'une autre portion va être éclairée. On voit ici sur cette portion dans la zone en haut à droite. Donc, comme je disais, c'est quand même un environnement très très complexe. La variabilité du paysage est énorme. Je dirais que c'est vraiment un défi de capturer la variabilité du background, en plus d'avoir quand même des occurrences qui sont relativement rares par rapport à la surface du background. Comme je le mentionnais, les troupeaux sont problématiques avec les boîtes. Donc, c'est difficile d'avoir un découpage en boîte optimal lorsqu'on a des individus qui sont très très proches. Donc, ça fait l'objet de travaux. Enfin, Alexandre continue son doctorat justement en regardant comment gérer, faire une détection optimale avec des troupeaux très denses. Donc voilà, ça termine ma présentation. Je suis disponible pour vos questions. Merci, merci beaucoup, Samuel. Donc, je vous invite soit à lever la main pour poser des questions, ou bien dans le chat, en fait, d'envoyer les questions et je vais les transmettre à Sam. Justement, j'en ai une ici de Mario Beaulieu. Je me demande si l'utilisation d'une caméra infrarouge pour l'acquisition ne permettrait pas d'améliorer la détection, puisque les animaux ont souvent évolué des camouflages pour se fondre dans la nature. Oui, c'est quelque chose qui est utilisé, les caméras thermiques, dans certaines approches de comptage. Le seul problème, c'est que les résolutions ne sont pas les mêmes. En fait, il y a un problème de superposition de l'imagerie optique et de l'imagerie thermique. Mais effectivement, le thermique pourrait apporter de l'information supplémentaire lorsqu'il y a des ambiguïtés. Là, par exemple, les éléphants, curieusement, souvent ont la même couleur que le terrain. Et c'est souvent l'ombrage de l'éléphant qui permet de trouver l'éléphant plus que la texture de l'animal lui-même. Donc on peut imaginer, oui, des situations où l'infrarouge thermique pourrait aider dans des situations, je dirais, complexes. Hein. Oui. Juste sous question de ça, ici, je parle vraiment de l'infrarouge pour la végétation. Ah, l'infrarouge pour la végétation, oui, oui. Tout à fait. Non, non, c'est clairement, on pourrait distinguer un peu plus la végétation avec du proche infrarouge. Bon, ça apprend d'équiper les drones avec ce type de caméra. Pour l'instant, c'est moins répandu. Le deuxième problème aussi, c'est qu'on dépend beaucoup de réseaux préentraînés ImageNet qui sont RGB.
C'est certain qu'on pourrait, si on avait suffisamment de données, avoir des modèles plus appropriés avec du proche infrarouge. Mais oui, c'est certain que la formation multispectrale en dehors du RGB peut aider dans ce type d'études. Ça, c'est clair. Une autre question de Ivan Arlouchet. Donc, pouvez-vous réexpliquer la philosophie des hooks? Hooks, ok. En fait, c'est des points d'entrée dans le code. Je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour expliquer ça, là, mais j'essaie de retrouver ma slide. Oui, cette slide-là. Hein. C'est une façon de coder en Python. C'est un peu comme des callbacks qu'on appelle en génie logiciel. C'est des points d'entrée où on peut spécifier une fonction. En Python, on peut définir une fonction, donc il peut être une fonction custom. Et cette fonction, on peut la passer en paramètre d'un point d'entrée à un hook. Donc, ce que ça va faire à l'exécution, c'est que quand on va arriver à ce point d'entrée, on va appeler la fonction custom. Donc, admettons, je veux afficher certaines métriques qui ne sont pas présentes par défaut. Je peux me faire une fonction custom qui affiche ces métriques-là et la passer en paramètre via les fichiers de configuration à la bout d'entraînement, ce qui va faire qu'au moment d'appeler ce hook, je vais appeler ma fonction qui va me faire l'affichage demandé. Merci. Alors, Ahmed Rosati a une question. Je vais essayer de te donner la parole. Ok, Ahmed, tu peux poser ta question. Est-ce que ça marche? Oui, là, le micro devrait être en fonction. Vous m'entendez? Oui. Oui. Parfait. Merci pour la présentation. J'ai deux questions. Une, c'est est-ce qu'on va utiliser cet algorithme pour real-time, par exemple, dans les vidéos? Est-ce qu'on va utiliser? Non, ce n'est pas vraiment des algorithmes qui ont pour objet d'avoir une vitesse d'inférence très rapide. Il y a d'autres architectures qui ont été faites, qui ont été proposées comme YOLO pour justement être proche du temps réel sur par exemple des vidéos. Ici, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas la contrainte principale parce qu'on est en post-processing. Donc l'acquisition est faite par le drone, on obtient un jeu de données, c'est ensuite l'inférence est faite en dehors du cadre temps réel. Donc ce n'est pas vraiment un enjeu pour nous, c'est vraiment plutôt la performance ici qui est intéressante. Mais il y a des architectures qui visent le temps réel, mais c'est vraiment d'autres types d'architectures. Merci. Et la deuxième est que j'ai remarqué dans la plupart des images, on a justement une catégorie d'animaux, par exemple juste buffalo. Est-ce que c'est un problème? Par exemple, le modèle va apprendre s'il détecte un animal, les autres animaux qui détectent celles de la même catégorie. Mais peut-être il y a dans quelques images deux ou trois catégories différentes. Est-ce que ça c'est un autre bias dans l'algorithme? Oui, la confusion interespèces est un problème. Ici, on a quand même des espèces, je dirais c'est plus avec les antilopes. On a 3 sortes d'antilopes ici qui ont, même pour un opérateur humain, c'est vraiment très complexe à différencier. D'où l'intérêt d'avoir de l'imagerie à très haute résolution, là, proche du centimètre, parce qu'on a un détail sur la morphologie de l'animal qui peut être exploité par le réseau. Mais oui, c'est effectivement le cas. Je dirais que c'est quand même peu courant. Les groupes d'animaux restent relativement séparés. Mais ça peut arriver que oui, dans une scène, on ait des buffles, des antilopes. Mais il faut présenter le réseau avec suffisamment de données, je pense, pour qu'on soit capable d'apprendre à différencier les individus. Si on avait uniquement des images avec une seule occurrence d'espèce, je pense que les performances seraient moins bonnes. Ce serait un essai à faire, effectivement. Merci.
Une question, Sam, est-ce que tu pourrais remettre la slide qui contient la référence de l'article pour les gens qui sont intéressés à Ah prendre oui, ça en note? oui, 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 tout à fait. Oui, c'est ici. Donc, c'est un article dans le domaine public. Vous pouvez accéder. Tout le code est disponible, les données sont disponibles. Il y a du matériel supplémentaire avec des métriques supplémentaires. Donc, le but dans les prochaines semaines, c'est de finaliser les notebooks. Les notebooks sont exécutables dans Colab, sauf que Colab est très limité en GPU. Donc, c'est des GPU, au meilleur des cas, de 16 gigs, ce qui est très limite pour faire les entraînements avec les images qui sont ici. On peut mettre à peu près 2 images de 1000 par 1000 sur ces cartes-là. Et les sessions de Colab sont limitées à, je pense, 90 minutes. Et là, ça prend quand même plusieurs heures de calcul. Donc, ma suggestion, c'est de faire appel à une infrastructure adéquate. Là, ici, vraiment, l'infrastructure du crime est un atout majeur pour ce type d'études, vu la taille des images et le nombre de données. Donc, ça prend quand même une infrastructure, je dirais, sérieuse. Mais il est quand même possible d'explorer le code de manière limitée dans Colab. Il y a quand même pas mal de questions encore. Oui, ok. Je vais t'en venir. Donc ici, avez-vous essayé de faire l'augmentation de données avec des données synthétiques en simulant les paysages et les animaux? Oui, oui, c'est quelque chose qu'on envisageait, faire l'augmentation en finalement faisant du masking. Il aurait fallu faire un découpage de certains échantillons et à ce moment-là faire un peu du compositing en anglais, c'est-à-dire d'ajouter, de changer le fond d'image avec le masque de l'individu. C'est quelque chose qu'on envisageait de faire, qu'on n'a pas eu le temps de faire dans cette étude-là. C'était vraiment une étude assez limitée. L'autre approche, c'est d'utiliser des GAN pour simuler des nouveaux échantillons. Ça, c'était une approche proposée plus en vision par ordinateur. Mais il faut quand même des échantillons de bonne qualité. On peut le voir avec les visages, par exemple, des GAN qui sont très performants pour générer des visages synthétiques. La question reste ouverte si on peut le faire aussi pour des animaux. J'imagine que oui, avec suffisamment de données. Ça pourrait être une option, effectivement, pour améliorer la robustesse au background. La question était de Vahe Vardanian. Là, il y en a une autre de Pierre Raymond. Est-ce que l'imagerie satellite pourrait être utilisée au lieu des drones? Est-ce que la résolution pourrait être suffisante? Oui, dans la très haute résolution satellitaire, on descend à 30 cm avec WorldView, par exemple. Là, oui, c'est envisageable. Il y a eu des études avec l'imagerie satellite qui ont été faites. Le seul problème avec l'imagerie satellite, c'est qu'on est sensible à la couverture nuageuse. Donc, le drone, lui, passe en dessous des nuages, mais le satellite, il faut qu'il y ait une fenêtre météo sans nuages, idéalement, pour observer les scènes. Donc, ça pose des problèmes plus au niveau de l'acquisition de l'imagerie à des temps opportuns, finalement. Mais oui, il y a eu des études avec de l'imagerie satellite. C'est certain que 30 cm, ça limite un petit peu le type d'espèce qu'on peut... par exemple, les phacochères qui font moins d'1 mètre, c'est quasiment impossible avec l'imagerie satellite. Les éléphants, certainement. Oui, c'est envisageable. D'accord. Donc, une autre question de Claude Coulombe. Quelles sont les approches pour traiter le problème des occlusions? Doit-on surtout travailler au niveau des données? Bonne question. Les occlusions, je pense qu'il faut des données avec occlusion pour... a priori, les réseaux seraient capables d'identifier une espèce seulement avec une portion de l'individu qui est visible. On le voit en vision par ordinateur, on est capable de trouver, admettons, une bicyclette qui serait occluse par une voiture, on va quand même identifier la bicyclette. Il faut suffisamment d'échantillons avec occlusion. Ici, on est dans des milieux assez ouverts de la savane. J'ai montré quelques exemples d'éléphants au milieu d'arbustes. C'est à peu près le maximum d'occlusion qu'on a observé.
On a eu des problèmes avec une espèce, les hippopotames, curieusement, les hippopotames sont souvent semi-immergés dans l'eau. Donc, on voit des portions du corps de l'animal, donc là, soit la tête, soit le derrière de l'animal qui émerge de l'eau. Puis là, on compte 2 individus. Donc, les hippopotames nous ont posé beaucoup de problèmes. Finalement, ce n'est pas un problème résolu. Parce que là, on cherche la précision sur le comptage des individus. Donc, avoir des doubles comptages, c'est problématique. Donc, je dirais que pour les occlusions, c'est de présenter suffisamment de richesse dans le jeu de données avec des données des individus occlus. Il y aurait peut-être la possibilité de faire l'augmentation de données en faisant des occlusions un petit peu artificielles. Ça pourrait faire l'objet d'études supplémentaires. Ouais. Bon, il y a encore beaucoup de questions, donc on va essayer peut-être de rapidement conclure avec celles-là, celles qui restent. Frédéric Abivant, est-ce que ce genre de modèle de classification pourrait servir pour faciliter la tâche de labeling de nouvelles images? Oui, tout à fait. En fait, c'est ça qui est visé ici, c'est qu'on veut une aide à la notation. Donc, ce qu'on veut, c'est de passer le modèle. Les volumes d'images sont quand même très importants quand on fait des campagnes. C'est de fournir une première ébauche d'annotation. Et comme on l'a vu, il y a des erreurs, on a constaté des erreurs dans l'annotation manuelle avec des individus qui n'avaient pas été annotés. Donc, les réseaux peuvent nous permettre de faire un premier jet d'annotation qui sont ensuite corrigés par l'opérateur. Ce qu'il faut dans ce cas-là, c'est de ne pas générer trop de fausses alarmes, parce que les fausses alarmes vont être coûteuses à rejeter. Donc, on cherche des modèles qui ont un bon taux de détection, mais sans trop de fausses alarmes non plus. Donc, ils sont spécifiques, plutôt spécifiques. Je pense que si Samuel, ça ne te dérange pas, on pourrait peut-être déborder de quelques minutes pour poser d'autres questions. Oui. Alors donc, en fait, la question, la sous-question de ça, c'est est-ce que par exemple 51 permet ce genre d'intégration? Pas 51. 51 ne permet pas d'ajouter de nouvelles annotations, mais 51 peut dialoguer avec Civat. Donc, Civat, c'est un outil qu'on utilise aussi au crime dans d'autres projets. On peut dialoguer entre 51 et Civat. Civat permet d'ajouter des annotations. On a aussi, et permet d'intégrer des sorties de modèles aussi. Il y a un autre outil qui s'appelle Collabeller, qui est un outil desktop, donc c'est pas intégré dans un notebook, mais lui permet aussi de faire l'annotation, d'ajouter de nouvelles boîtes, de nouvelles annotations sur un jeu de données. 51, c'est vraiment plus sur l'exploration d'un jeu de données. Il permet aussi de trouver des duplicats dans le jeu de données, c'est-à-dire des images qui se ressembleraient, qui seraient similaires. Donc, il y a quelques fonctionnalités comme ça d'analyse derrière 51. Une question de Mohamed Daman, c'est est-ce que les drones sont forcés à voler à des altitudes plus ou moins proches? Sinon, quelles seraient les manipulations pour tenir compte de l'effet hauteur? L'auteur, l'impact principal, ça va être la résolution de l'image. Donc, en fait, il y a un compromis entre la largeur de champ de la caméra, c'est-à-dire on veut couvrir la zone la plus large possible, et la résolution spatiale de l'image. Donc, plus on va monter en hauteur, plus le champ va être large, mais plus les objets vont être petits. Donc, il faut trouver un compromis. Et ici, c'est à peu près une hauteur de 100 mètres. Plus on monte en hauteur aussi, plus on est aussi affecté par les vents, les vents à moyenne hauteur qui peuvent perturber le vol. Donc, il y a des contraintes quand même logistiques qui est un compromis, c'est ça, le compromis entre résolution spatiale et largeur de champ. Donc 100 mètres semble être un bon compromis. C'est sûr que les caméras aussi s'améliorent en résolution. Ici, on est en caméra de 20 mégapixels, mais maintenant, sur le marché, on a des caméras de 40 mégapixels et plus. Donc, on peut acquérir beaucoup plus de résolution pour une hauteur donnée. Bon, une question maintenant, style TensorFlow et tout ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas répondre à ça. Existe-t-il un équivalent de MM Detection en Keras TensorFlow, Claude Coulomb?
J'avoue que je ne suis pas un fan de Keras ou TensorFlow, donc je serais mal placé pour répondre. Je ne pense pas. Il y a d'autres librairies. Il y a le Detectron 2 de Facebook qui propose aussi une librairie de détecteurs d'objets, mais qui est en PyTorch. Je n'ai pas connaissance d'une librairie, du moins de cette taille-là. Ici, on a énormément. L'intérêt de cette librairie-là, c'est vraiment d'avoir à disposition beaucoup de modèles qui sont compatibles avec des jeux de données standards et qui sont configurables d'une manière assez facile. C'est une librairie qui est quand même assez riche et assez complexe, qui n'est pas toujours facile à installer là, non plus. Sous Windows, elle est très difficile à installer. Elle s'installe relativement bien sur Linux. Mais il y a un jeu de compatibilité entre votre version de CUDA, la version d'autres librairies. Ça peut être assez caractériel à installer, je dirais. Mais c'est une librairie qui est bien maintenue. On a un release de nouvelle version à peu près aux 3 mois. Là, on est rendu à la version 2.18, je crois. Quand on a fait le projet, on était à la version 1.0. Donc, ça évolue extrêmement vite. C'est une équipe qui essaye de suivre l'état de l'art en fonction des nouvelles conférences et des nouvelles publications. Donc, je pense qu'il y a une valeur à ça quand même importante. Mais TensorFlow, non, je ne le sais pas en fait. Donc là, une autre question de Pierre Raymond. Serait-il possible de prendre des photos d'animaux dans différentes positions de haut, dans des conditions contrôlées, et ensuite entraîner la partie classification à partir de ces données qui seraient plus générales? Oui. Alors, ce serait envisageable. Je sais que l'Université de Sherbrooke a eu des projets où on prenait des échantillons sur des eaux, par exemple. Donc faire des vols de drones sur des eaux où on sait qu'on a des animaux d'intérêt. Ou pour certaines espèces comme les cerfs, on a des élevages de cerfs commerciaux avec des populations assez importantes. Donc des vols de drones ont été effectués pour justement acquérir des échantillons utiles à l'apprentissage. Donc oui, il y aurait manière de contrôler un petit peu les acquisitions. C'est sûr que le background devient beaucoup moins varié à ce moment-là. Et souvent, les animaux sont en troupeau dans ce type de conditions, ce qui se prête moins à détecter les individus isolés. Mais oui, tout à fait. Une autre question ici de Mario. Je vais te donner... je vais essayer de te donner la parole. Voilà. Bon, Mario, est-ce que tu peux parler? Non, pas encore. En fait, en attendant que Mario et son micro soit activé, moi, j'ai une question aussi. Pour le traitement, tu disais qu'un des problèmes, c'est qu'il peut y avoir d'autres animaux qui ne sont pas compris dans cet ensemble de classifications-là. Est-ce qu'il y a des stratégies standards? Évidemment, c'est un très vieux problème dans la classification. Est-ce qu'il y a des stratégies qui commencent à s'imposer en fait dans le métier, en fait, genre avoir un classificateur différent, une classe différente, une classe supplémentaire pour les autres, avoir un classificateur différent qui reconnaît, qui essaye de distinguer ça. Est-ce qu'il y a une stratégie qui commence à s'imposer dans ton domaine? Ben, il y a une stratégie qui a été proposée récemment, qu'on a suivie ici, c'est souvent les individus qui sont en dehors de la taxonomie, donc des espèces supplémentaires, si on veut, sont confondus avec une partie... En fait, ça génère des faux positifs, si on veut. Donc, une stratégie qui a été proposée récemment, c'est d'ajouter volontairement une classe de faux positifs, de harm négative,
qui va capter tous ces cas spéciaux, un peu des cas particuliers, mais qui va les mettre dans une classe volontairement. Ce qui permet ensuite de les récupérer et de les analyser plus finement. Et ça semble aussi améliorer les performances du classificateur sur les espèces d'intérêt. Donc c'est une approche qu'on a essayé de suivre ici, et ça semble permettre justement d'identifier une classe de faux positifs qui est exploitable pour justement soit élargir la taxonomie, soit analyser l'erreur plus finement finalement. Donc ça semble être une approche qui semble porter fruit dans ce cas-là. Parce que dans le pipeline standard que tu nous as montré, à la fin de ça, pour la classification, j'imagine qu'il y a un softmax, c'est ça? Oui. Okay. Donc, qui est forcé de faire un choix, peu importe les résultats qui sortent, en fait. Oui, tout à fait. On est dans une hypothèse de monde fermé, donc tout doit rentrer dans la taxonomie, finalement. Mais le fait d'avoir, c'est un peu cette classe, parfois on l'appelle classe poubelle un petit peu, c'est la classe qui va capter les fortes occurrences de confusion avec notre taxonomie d'intérêt. Ben, ça permet quand même de contenir l'erreur, cette erreur de confusion, et d'aider ensuite à l'annotation supplémentaire qui peut être effectuée par la suite. Et ça semble améliorer aussi la performance du classificateur sur la taxonomie d'intérêt, la taxonomie fermée. Mais c'est un problème récurrent. Bah, ici, c'est vraiment flagrant parce qu'on fait l'hypothèse de 6 espèces, mais dans la réalité, il y en a beaucoup plus sur le terrain. Donc, nécessairement, on va avoir des confusions à un moment donné. On a juste peut-être quelques minutes pour une dernière question de Mario. Juste une petite question. Dans les annotations Coco, il y a un champ qui s'appelle isCrowd. Je ne sais pas si tu avais remarqué. Ouais. Puis je me demandais, dans le cas où les animaux là, sont en groupe très serré, là, tellement, ce que j'ai compris, cette annotation, tu peux annoter un groupe d'animaux tous ensemble, puis le flaguer comme isCrowd, un peu comme une foule. Raison, Mais là, ouais. je me posais la question, mais comment ça procède après dans la suite des entraînements? Si tu annotes, qu'est-ce qui fait au juste le réseau? Bah, nous, de toute façon, on ne prend pas en compte ce paramètre-là. C'est pas du tout pris en compte par les modèles. Je me demande si, parce qu'il y a toute une problématique aussi dans le comptage de foule. Je me demande si ça c'est pertinent pour ce type de réseau. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on regarde dans les travaux futurs, c'est d'utiliser les architectures en comptage de foule pour le comptage d'animaux en groupe. Ce sont des architectures légèrement, quand même assez différentes de ce qui est fait en détection d'objets. Mais ce champ-là n'est pas pris en compte là, dans le pipeline ici. Là. D'accord. C'est peut-être. Ouais, c'est une bonne question. En fait, je ne le sais pas. Je ne sais pas s'il y a des architectures qui prennent en compte ce flag. C'est un flag. Ouais, c'est ça. Je me demandais si tu le mets, est-ce que les architectures en dessous, quelque part, en prennent en compte ou non? Dans celle-ci, celle qui a été utilisée, non, c'est complètement mis de côté. Mais ce sera intéressant de voir si c'est utilisé quelque part dans le code. Ouais. OK, merci. Merci, Mario. Merci beaucoup, Samuel, et merci à tous ceux qui sont venus, qui se sont déplacés virtuellement pour venir ici. Donc, ne vous gênez pas pour nous écrire pour des commentaires, des questions ou des suggestions. Il va y avoir en janvier, on va reprendre la série des masterclass. Il y a toute une autre série de domaines et d'applications de l'apprentissage automatique, surtout, qu'on va vous présenter en vue de problèmes concrets qu'on retrouve dans notre pratique à nous au crime ici. Donc, merci beaucoup, Samuel. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.